À une petite heure de marche de Lastourville, dans l'est du Gabon, la grotte de Youmbidi, noyée dans la forêt. Large de 40 mètres, profonde d'à peine 20 mètres, elle n'est pas la plus spectaculaire des dizaines de cavités répertoriées par les archéologues dans les environs. Mais ce qu'ils y trouvent est riche. Pour la 5e année consécutive, une équipe franco-gabonaise investit les lieux pour un mois. Ils ont déjà établi que des chasseurs-cueilleurs ont vécu ici il y a au moins 25 000 ans et que cette grotte en particulier a été habitée pendant 12 000 ans en continu. Désormais, l'enjeu est d'en savoir plus sur le mode de vie des humains de l'époque. Les sociétés du passé ont traversé des crises écologiques et climatiques qui nous apprennent beaucoup sur ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis les gens du passé ont construit des savoirs naturalistes, des manières de vivre en harmonie avec la nature, qui peuvent nous servir d'inspiration aujourd'hui. Ces jeunes archéologues passent leur journée accroupis à excaver le sol de la grotte, à ramasser même les plus petits, les plus simples vestiges de ce lointain passé qui, mis bout à bout, permettront de reconstituer petit à petit tout un univers qui a disparu et qui est pourtant à l'origine du mode de vie en Afrique centrale d'aujourd'hui. On espère trouver une dent humaine, puisque depuis là nous trouvons des restes osseux, des animaux, des vestiges lithiques, des pierres taillées. Donc on espère trouver aussi, pourquoi pas un squelette humain entier. Pas de squelette, mais une dent, apparemment humaine, a bien été trouvée à Youmbidi. C'est l'une des découvertes rares faites cette année par l'équipe de Geoffroy de Saulieu, qui espère que de l'ADN pourra être extrait de cette dent. Après le terrain, place aux analyses en laboratoire à Libreville. Et parmi les éléments plus communs mis au jour, pierres taillées, restes de charbon de bois, graines, un autre trésor confectionné il y a entre 3300 et 4900 ans. La surprise de l'année, c'est une petite perle qu'il est très difficile de voir parce qu'elle est toute petite, qui a été taillée dans une coquille d'escargot et qui montre que ces gens n'étaient pas des hommes préhistoriques tels qu'on les imagine dans les bandes dessinées, c'est-à-dire hirsutes, mal lavés, etc. Non, non, c'était des gens qui avaient des vraies coutumes, une vraie civilisation, un art de vivre. Et cette petite perle est un témoin très humble, mais très beau de cette vie sociale qu'il y a eu dans les forêts de la région. Un travail de très longue haleine pour comprendre la vie dans la forêt à l'époque de la préhistoire en Afrique centrale. Un terrain très peu investi par les archéologues qui, sur le continent, s'intéressent surtout aux paysages ouverts comme le Sahara, le Sahel ou l'Égypte. C'est finalement un gouvernement sans grand changement qui a été annoncé à la télévision nationale, passant de 54 à 53 membres. Les 3/4 d'entre eux sont maintenus ou permutent simplement sur d'autres ministères et avec toujours à la tête la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le président Félix Tshisekedi avait promis un gouvernement d'ouverture ou de large union nationale dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du pays, ouvrant la possibilité d'y intégrer des opposants. Le nom de Martin Fayoulou figurait parmi les possibilités, mais au final, ni lui ni un de ses proches n'intègrent le gouvernement Suminwa II. Deux opposants modérés font toutefois leur entrée. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous le président Joseph Kabila. Il est nommé vice-premier ministre, ministre du budget, et Floribert Anzoulouni, ancien activiste du mouvement citoyen Filimbi, nommé lui à l'intégration régionale. C'est une vidéo sans appel publiée par le journal indépendant Daily Maverick. On y voit la PDG et le porte-parole d'une entreprise publique tendre un sac blanc Dior au journaliste Peter Louis Meiber. À l'intérieur, 60 000 rands en liquide, c'est près de 3 000 €. Une somme que le journaliste photographie avant de repousser le sac et de s'en aller. Un gros coup pour le journal qui enquête depuis 2 ans sur cette entreprise, IDT, et sa dirigeante. IDT est une entreprise publique chargée de projets d'infrastructure pour un montant d'environ 200 millions € chaque année. Elle construit notamment des écoles ou des cliniques. Une précédente enquête du Daily Maverick avait conduit à la suspension de la PDG, Teboho Malaka. Celle-ci a donc voulu empêcher la publication d'une nouvelle enquête en soudoyant le journaliste
lui promettant des versements réguliers et même de se voir attribuer des appels d'offres. La vidéo des échanges filmés par caméra cachée est devenue virale. Elle a soulevé une vague d'indignation. Elle expose au grand jour la corruption qui s'est infiltrée dans toutes les couches de la société, alors que plus de 43% des Sud-Africains sont sans emploi. Le ministre des Travaux publics a porté plainte contre les deux individus. Changement de ton à l'Élysée vis-à-vis de l'Algérie. Dans une lettre, Emmanuel Macron, le président français, a demandé à son gouvernement plus de fermeté et de détermination face à Alger. Et annonce une mesure phare, la suspension de l'accord de 2013 qui permettait une exemption de visa pour les détenteurs de passeports officiels et diplomatiques. Cet accord est une demande française et que l'Algérie ne trouve aucun embarras, encore moins aucune gêne, il n'y a aucun problème à complètement l'annuler. L'Algérie avait déjà décidé, elle avait instruit à tous ses responsables de ne plus aller en France depuis plusieurs mois. Donc aucun responsable algérien ne transite ou ne voyage en France. Côté algérien, réaction immédiate. Le gouvernement a lui aussi décidé de soumettre les titulaires de passeports diplomatiques français à l'obligation de visa. Dans sa lettre, le président français invoque notamment le sort réservé à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et au journaliste français Christophe Glaise, tous deux incarcérés en Algérie. Il reproche aussi à Alger des blocages en matière de coopération migratoire. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères algérien accuse le gouvernement français d'aggraver la crise diplomatique. Alger a aussi annoncé la fin de la gratuité des biens immobiliers prêtés à l'ambassade de France. Le Premier ministre français François Bayrou a lui assuré ce jeudi vouloir retrouver un jour des relations équilibrées et justes entre les deux pays. Parade équestre, coup de canon, fanfare. Ousmane Sonko a été accueilli avec les plus grands honneurs au palais présidentiel d'Ankara ce jeudi. Le Premier ministre sénégalais et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont longuement échangé en tête-à-tête avant de prendre part à la signature de 4 accords de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la production audiovisuelle et de la défense. Cette visite vise à approfondir des liens déjà étroits entre les deux pays. En conférence de presse, Ousmane Sonko a d'ailleurs qualifié la Turquie de partenaire stratégique et d'exemple, notamment dans le cadre du plan de développement Sénégal 2050. Le chef du gouvernement sénégalais est d'ailleurs accompagné d'une importante délégation avec 6 ministres clés, affaires étrangères, économie, énergie, agriculture, industrie et forces armées. Un forum économique sénégalo-turc est prévu samedi à Istanbul. Il sera suivi d'une rencontre avec la diaspora sénégalaise. Au cours des 15 dernières années, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie ont été multipliés par 6 pour atteindre aujourd'hui 250 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 380 millions d'euros. Un chiffre que les deux pays ambitionnent de tripler dans les prochaines années.